Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes d'attaque pour cette rentrée. Et permettez-moi un petit trait d'humour du côté du gouvernement et des ministres. Je ne suis pas certain que ce soit exactement la même chose. Vous vous souvenez, mi-juillet, on leur avait donné pour consigne de ne pas trop s'éloigner, de rester toujours disponibles et de travailler leur dossier. En vérité, moi, je les ai vus surtout se taper dessus. Normalement, vous savez, dans les journaux d'été, vous avez des tests du genre plutôt Beatles ou Rolling Stones, Porsche ou Ferrari, Citroën ou Renault, Swatch ou Rolex. Eh bien, le débat de l'été, ça a été Valls ou Taubira. J'en profite pour dire à Christiane Taubira que le projet pénal qu'elle a est un projet dingue et qui ne sera absolument pas en mesure d'améliorer d'une part la situation en prison et deuxièmement de régler les questions liées à l'accroissement de la délinquance et de la criminalité. Je crois que l'année prochaine, Hollande fera l'inverse. Il leur dira, écoutez, faites-moi plaisir, allez passer vos vacances le plus loin possible, dans des zones où on ne peut pas parler, où on ne peut pas capter, où on ne peut pas tweeter. Et je vous propose Valls au Kerguelen, Montebourg aux Marquises, Duflot aux îles Gambier et Taubira chez elle en Guyane. Partez le plus loin possible, leur dira Hollande, et surtout ne vous pressez pas de rentrer. D'ailleurs, on pourrait peut-être prévoir aussi une petite place avec eux pour François Fillon et Jean-François Copé, car les vacances, ils n'ont pas franchement connu non plus. Et vas-y que je te colle un droit d'inventaire, et vas-y que je te préfère une analyse critique, une ambiance toujours parfaite, et je vous dis, on est quand même mieux en Normandie, ici, entre nous, pour préparer cette rentrée politique. La rentrée, mes chers amis, vous le savez, c'est le moment où l'on prend quelques bonnes résolutions, où l'on se fixe de nouveaux objectifs, mais c'est aussi le moment pour se repasser le film de l'année précédente et d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Et ces derniers mois, mes chers amis, ont été singuliers. Nous venons de passer notre première année dans l'opposition. La première année depuis 10 ans. Ce n'est pas rien, 10 ans. Et je ne vous cache pas, il faut un peu de temps pour s'y habituer. Un an, ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour voir ce que signifie le hollandisme. Suffisant pour constater à quel point le chemin pris n'est pas le bon. Combien, par exemple, encore, la compétitivité de la France continue à dégringoler. Le dernier classement, qui est paru il y a 2 jours, annonce que nous sommes désormais, en matière de compétitivité, mes chers amis, le 23e pays au monde. En un an, nous avons pu aussi apprécier, si je puis m'exprimer ainsi, le matraquage fiscal incessant auquel nous sommes soumis, et qui va malheureusement encore continuer, la hausse inexorable des dépenses publiques, et je vous invite à avoir cela en tête. Le gouvernement veut nous faire croire qu'il baisse les dépenses, mais en réalité, il se contente d'une chose, il se contente de ralentir leur progression, et on aura augmenté, en 2013, la dépense de 23 milliards d'euros. Le ventre de la sphère publique engloutissant 56% de la richesse nationale. Un record, plus de la moitié du travail des Français. Et vous en conviendrez, ce n'est pas tout à fait la même chose que le discours qu'on entend sur la soi-disant rigueur et le retour à l'équilibre, qui passe par une seule chose, qui est l'augmentation incessante des prélèvements, qui pèse sur la création de richesses, qui pèse sur l'investissement, qui pèse tout simplement sur la confiance des Français. Donc, après une année dans l'opposition, vous admettrez qu'il y a de quoi s'inquiéter, non seulement sur la santé de l'économie française et sur la capacité des Français de retrouver un optimisme, mais aussi, globalement, sur la politique de la France sur tous les sujets. Et je m'arrête 2 secondes, puisque vous m'avez beaucoup interrogé sur la Syrie.
Un mot là-dessus. J'ai fait partie, et je fais partie de ceux qui considèrent qu'il serait bon et que la communauté internationale réagisse à ce qui est absolument abject et abominable, c'est-à-dire gazer son propre peuple. Les armes chimiques sont interdites depuis 1925 et la Syrie est engagée par cette interdiction absolue d'utilisation de ces armes chimiques qui ont fait tant de souffrances durant la Première Guerre mondiale. Mais j'ai toujours posé deux conditions. La première condition, ce sont les preuves, et la deuxième condition, c'est la constitution d'une communauté internationale suffisante. Et excusez-moi, François Hollande a fait preuve d'un amateurisme absolument extraordinaire. Une précipitation qui est celle d'un apprenti. Il a été le seul à engager la France avant même que ces conditions ne soient réunies. Sur les preuves, je vous le dis sans aucun esprit polémique, sur les preuves, on a en effet la constitution d'un certain nombre d'indices qui permet de construire un raisonnement qui nous amène à penser en effet qu'il est très probable que ce soit l'armée syrienne qui ait en effet gazé ces malheureux innocents. Mais en même temps, on n'est jamais à l'abri de construction, de manipulation, de décisions qui ont été prises par un certain nombre d'ennemis du régime, mais qui sont dans le régime. On n'est pas à l'abri que ce soit des unités qui ont décidé de créer les conditions de l'affaiblissement du régime de Bachar el-Assad. Tout ça, on ne le sait pas. Et moi, je vous dis, il y a des preuves tangibles, en revanche, qu'on doit être en capacité d'apporter. La première preuve, ce sont les échantillons. Je vous invite, les échantillons de sol, les échantillons de terre. Il y a eu forcément, des échantillons qui ont été pris. Si je vous dis qu'il y a eu des échantillons, forcément, c'est parce que j'ai encore quand même quelques antennes dans cette maison. Il y a eu forcément des échantillons qui ont été ramenés de Syrie et qui ont été analysés par le centre du Boucher, qui est le centre qui analyse les armes biologiques et chimiques. Je demande au gouvernement une seule chose, que ces analyses soient rendues publiques. Y a-t-il dans ces analyses la présence de gaz sarin? Et y a-t-il la présence de gaz qui permet de montrer la traçabilité avec les stocks d'armes chimiques appartenant à la Syrie? Et la deuxième chose que je dis, la presse américaine ne cesse d'évoquer des écoutes montrant les ordres donnés par l'autorité militaire et la hiérarchie militaire et politique. Je dis au gouvernement français, est-ce que ces preuves, ces écoutes-là, vous y avez accédé et est-ce que vous pouvez nous les confirmer? Au moins deux questions sur ces preuves sur lesquelles on est en droit de demander à François Hollande des explications. Et sur la coalition internationale, deuxième condition, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui tout seuls. Vous avez vu le drame du G20 ce matin, l'Allemagne refusant même un engagement politique sur le sujet. On risque de se retrouver dans une coalition qui est soit une coalition à deux, soit pire, avec un pays, la France, qui aura décidé d'engager seul, tout du moins déclarer vouloir s'engager dans des frappes ciblées qu'elle ne pourra bien entendu pas réaliser parce qu'on n'imagine pas un seul instant que la France puisse s'engager seule dans une guerre contre la Syrie. Ça n'aurait bien entendu absolument aucun sens. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une coalition internationale où il n'y aura, je vous le dis, aucun autre pays de la planète. J'en suis sûr de ça. Quand on vous parle de pays éventuels de la Ligue arabe, il n'y en aura pas un seul. Quand on vous parle de la Turquie n'y sera pas. Quand on vous parle de l'Australie ou d'autres pays, il n'y en aura pas. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que deux pays sur la planète peuvent s'engager au nom de la communauté internationale dans des opérations militaires dont, bien entendu, le jour d'après est un jour incertain. La moindre des choses, c'est qu'on ait la certitude que cette coalition soit large et que ce soit
un cri de la communauté internationale pour dissuader à l'avenir des pays d'engager de tels processus absolument abjects qu'est l'utilisation de gaz sarin. Mais vous voyez que une coalition internationale franco-américaine, ça va bien entendu poser le lendemain de vraies questions. Je ne vais pas en faire la liste parce que j'avais un long discours sur bien d'autres choses, mais je vous en pose simplement une. Le lendemain matin de l'opération militaire, qui ne sera pas si facile que ça compte tenu de la présence militaire russe très importante dans le bassin méditerranéen, et donc les avions, on va les voir arriver de loin, ce sont les mesures de rétorsion, notamment de l'allié de la Syrie, qu'est le Hezbollah. Le Hezbollah qui tient en otage les forces de la FINUL qui sont au sud Liban. Le Hezbollah, ce n'est pas une espèce de milice de quelques centaines de personnes. Le Hezbollah, c'est une armée. C'est une armée qui est plus forte que l'armée régulière du Liban. Et nous avons 1000 hommes au sud Liban. 1000 hommes dont les conditions d'ailleurs d'engagement militaire sont extrêmement restreintes et difficiles. Et donc, vous voyez bien que l'idée qu'à 2 pays, nous nous engagions dans une affaire comme ça, c'est une décision beaucoup plus lourde que ce qu'avait pu mesurer François Hollande dans sa précipitation. Et donc, je dis, honnêtement, François Hollande, une fois de plus sur ce sujet, comme sur les sujets de politique intérieure, est vraiment un petit apprenti. Alors, je reviens au fil du discours que je voulais vous prononcer en vous disant que la situation de la France est difficile. Certains se réjouissent dans notre camp en pensant que cela va nous permettre de gagner de très nombreuses villes, probablement. Mais je crois qu'ils ont tort parce que je pense qu'au rythme où nous en sommes, le grand vainqueur des prochaines élections, ça sera l'extrême droite. Oui, je dis, nous avons des raisons d'être inquiets à l'approche des futurs combats électoraux municipaux et européens, car tout converge, mes chers amis, pour que l'extrême droite continue de prospérer et fasse des scores comme jamais. Bien sûr, la montée du Front National ne date pas d'aujourd'hui. Voilà 30 ans que l'extrême droite prospère et on sait bien de quoi elle se nourrit. Je dirais à titre principal. Je veux parler de l'entrée dans la mondialisation, avec les mutations économiques accélérées que cela provoque. On les voit partout, même dans nos petits villages de Normandie. L'extrême droite se nourrit aussi des inquiétudes liées à l'émergence d'un monde radicalement différent et aussi ce que représente pour un certain nombre de compatriotes la menace de l'étranger ou la montée des fondamentalismes religieux. Et il ne suffit pas d'interdire la burqa pour faire disparaître les peurs de nos concitoyens, mais cette mutation-là, cette mutation d'un monde nouveau qui inquiète, ça ne suffit pas pour expliquer la montée du Front National. Et je vous le dis, parce que je considère que cette responsabilité, elle est collective, c'est d'abord la montée, c'est d'abord l'expression de notre impuissance. Impuissance des politiques de gauche et impuissance des politiques de droite. On a le droit de se dire les choses. Et on peut d'autant plus le dire qu'on est encore 4 ans dans l'opposition. Oui, il faut se livrer à cet exercice d'autocritique. On parle toujours du droit d'inventaire. Certes, c'est un droit, mais j'allais dire c'est un devoir pour une opposition qui prétend redevenir majoritaire. Et même si cela est difficile à accepter, on ne peut pas se voiler la face et considérer que la montée du front, c'est simplement la responsabilité du PS et des alliés de gauche. Et moi, je défends cette idée que vous avez peut-être vue dans la presse avant-hier, c'est l'idée d'une co-responsabilité, disons-le. Une responsabilité active, c'est celle du Parti socialiste, et une responsabilité passive, c'est la nôtre. Et je voudrais prendre quelques minutes pour vous expliquer cela. Dans l'histoire récente de notre pays, les socialistes ont une lourde responsabilité du fait de toute une série de décisions qui hypothèquent fortement l'avenir de notre pays, qui portent atteinte à son énergie et qui portent atteinte à son dynamisme. Je veux parler des 35 heures, je veux parler de la hausse délirante des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires,
Je veux parler de cette fiscalité qui est nocive pour ceux qui vont bosser. Je veux parler de l'esprit d'entreprise, de la création de richesses. Et je veux aussi parler des réflexes clientélistes de la gauche qui refusent de traiter, par exemple, la réforme de l'éducation nationale et qui soumet cette question au seul prisme de l'augmentation des postes disponibles, comme si ça suffit pour régler la question de l'éducation. Ça, c'est la responsabilité des socialistes. Une série de décisions qui nous amènent aujourd'hui à être dans ce pessimisme absolu. Mais vous êtes en droit de me dire ceci, et je l'entends d'ailleurs, je l'entendais hier lorsque j'étais à une manifestation à Pont-de-Mer. Mais vous avez été aux affaires pendant 10 ans, 2002-2012, Madame la présidente départementale de l'UMP. Nous avons été ensemble au pouvoir, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Ce sont bien des présidents de droite. Et bien sûr, je peux le dire aussi pour moi, j'ai été 4 ans ministre de la Défense, ou presque, et j'étais président de groupe parlementaire pendant 5 ans. Et ne nous défilons pas devant notre responsabilité. Nous avons péché par omission. L'omission a supprimé ce que les socialistes avaient fait de nocif lorsqu'ils étaient au pouvoir, omission à tenir nos promesses électorales et omission à passer des paroles aux actes. Et je voudrais vous donner un certain nombre d'exemples. Et j'ai le souvenir précis de 2007 notamment. 2007, ça a été un moment d'immense espoir. Souvenez-vous, on se disait, ça y est, on va enfin sortir de l'immobilisme. Souvenez-vous des dernières années du mandat de Jacques Chirac sur l'idée de passivité, bref, qu'on ne prenait pas les choses par les cornes pour essayer de les faire bouger, etc. On avait le sentiment qu'on n'allait pas seulement avoir une alternance de personnes et de mots, mais qu'on allait avoir une alternance d'actes. Et ce n'est pas remettre en cause l'énergie de Nicolas Sarkozy. J'ai été très fier de le servir pendant 3 ans et demi, qui a cherché à sortir de sentiers 1000 fois battus. Ce n'est pas méconnaître sa capacité personnelle à gérer des crises. Tout le monde a en mémoire la façon magistrale dont il a géré la crise de 2008. Mais nous n'avons pas su gérer ou traiter les 4 ou 5 grands sujets qui permettraient à la France de retrouver l'élan et qui permettraient de se dire un jour on va retrouver de la croissance, le plein emploi et l'équilibre des comptes. En vérité, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous avons passé notre temps à dénoncer les erreurs des socialistes pendant les campagnes électorales, mais une fois gagnés, nous n'avons pas pris les choses à bras-le-corps. Nous n'avons pas osé faire sauter les verrous. Nous avons cherché plutôt à contourner les obstacles, en somme une stratégie d'évitement. Et du coup, on est dans la situation où les Français ont envie de casser la baraque. Et du coup, Le Pen, père et fille, petite nièce et gendre, ont beau jeu de dire qu'entre la droite et la gauche, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. C'est ce que je dis n'est pas facile à dire, mais j'ai envie de le dire parce qu'on a le temps d'avoir ce travail d'analyse sur nous-mêmes. Et quelques exemples. J'ai évoqué les 35 heures. J'ai été porte-parole de l'UDF contre les 35 heures à l'époque. J'ai été le seul, à partir de 2010-2011, à proposer qu'on retrouve au moins la même durée hebdomadaire du travail que les autres pays européens, c'est-à-dire 37-38 heures par semaine, ce qui permettait de privilégier un effort collectif des Français plutôt que la hausse des impôts ou la baisse du pouvoir d'achat. Et malgré les discours, qu'est-ce que nous avons fait, nous ? On a fait la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça a certes amélioré le pouvoir d'achat des salariés qui en ont bénéficié. Ça a certes donné un peu de souplesse aux entreprises. Mais cette mesure, elle a coûté cher aux contribuables, très cher, plusieurs milliards d'euros par an. Et elle n'a réglé en rien la question de la compétitivité de l'économie française et la question fondamentale du pouvoir d'achat pour tous les salariés. Combien de fois avons-nous condamné l'instabilité fiscale ? Combien de fois avons-nous expliqué que l'instabilité fiscale empêchait l'investissement, mettait les Français en situation d'insécurité juridique et donc les freinait ?
Vous avez vu peut-être dans Le Monde de mardi cette double page formidable. 84 impôts nouveaux en 2 ans. Une partie pour nous et une immense partie pour eux. À aucun moment, mes chers amis, nous n'avons construit une fiscalité adaptée à la mondialisation, comme l'ont fait les Allemands, cher Jean-Marie, qui soit moins pesante sur la production, qui soit moins pesante sur les salariés et qui notamment permette de frapper la consommation de produits importés. Nous n'avons pas eu le courage de remettre en place des dispositifs fiscaux qui flattent l'égalitarisme des Français, mais qui pourtant fait que chaque année, un peu de notre richesse ou de notre énergie part. Il y avait un papier dans Le Point d'un économiste qui s'appelle Nicolas Bavrez qui rappelait qu'en 20 ans, est-ce que vous avez une idée de combien de patrimoine de Français ont quitté la France avec leur patrimoine? Donnez un chiffre. 80 000 Français en 20 ans qui avaient la capacité d'investir, la capacité de faire travailler, ont quitté la France pour aller à l'étranger. En 20 ans. Troisième sujet, l'enseignement. J'en ai parlé. Là aussi, on a eu l'exemple et le contre-exemple. L'exemple, c'est la réforme des universités, faite juste au lendemain de l'élection présidentielle. Et le contre-exemple, c'est l'école, et surtout le primaire, qui ne s'est pas amélioré, mais qui s'est même dégradé, puisque nous avons supprimé la formation initiale des maîtres. Dernier exemple de notre responsabilité passive, j'allais dire, les retraites. Sur les retraites, nous avons certes allongé la durée de cotisation, comme tous les pays européens. Mais est-ce que, pour autant, on a traité 2 sujets? Le premier, c'est créer un régime universel de retraite, ce que nous défendons, parce que ça, c'est la vraie égalité. Et donc faire en sorte qu'on se préoccupe de rendre les Français égaux face à leur retraite, ce qui veut dire cesser d'alimenter des régimes spéciaux dont le coût est de plusieurs milliards d'euros pour le contribuable, dont le surcoût de gestion est de 3 milliards d'euros et dont la fonction publique coûte environ 8 à 10 milliards d'euros par an aux contribuables français. Eh bien, si on avait eu un peu de courage, on aurait dit aux Français, plutôt que d'allonger la durée de cotisation d'un certain nombre, on va proposer quelque chose auquel, je pense, tous les Français seraient prêts à souscrire, c'est qu'à l'exception de quelques métiers pénibles qui méritent de partir à la retraite plus tôt, même si c'est très difficile à construire, eh bien, nous irons vers un régime universel de retraite où tous les Français seront traités de la même façon. Ça, c'était, me semble-t-il, un discours. La dernière chose qu'il faut dire, c'est que, et c'est frappant chez les socialistes, c'est que nous avons besoin de faire ces réformes dans les premiers mois, immédiatement. Regardez les socialistes, heureusement d'ailleurs pour nous, pendant les 3 premiers mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le harcèlement sexuel et ils ont détricoté un certain nombre de mesures que nous avions décidées. Rien d'autre. Ils ont eu 10 ans pour se préparer et ils n'ont absolument rien fait passer pendant 3 mois. Et clairement, il y a un problème d'impréparation. Moi, j'ai le souvenir de 81 et de 86 parce que malheureusement, j'ai maintenant des cheveux blancs. En 81, François Mitterrand a fait siéger le Parlement pendant 7 mois, quasiment jour et nuit pour ses réformes. Ce n'était pas les bonnes, mais il l'a fait. Et Jacques Chirac, en 86, souviens-toi, en 86, on a siégé quasiment, moi je n'étais pas parlementaire, mais on a siégé quasiment jour et nuit pendant 5 mois pour adopter les 4-5 mesures qui nous semblaient fondamentales pour débloquer la situation française. Aujourd'hui, il faut qu'on procède de la même façon. Et l'exemple, il vient de l'Allemagne. L'Allemagne, grosso modo, les projets de loi, ils sont prêts. Les choses sont annoncées aux Allemands. Et au lendemain des élections, eh bien, la mécanique gouvernementale peut se mettre en place parce que les choses ont été préparées en amont et qu'on peut ainsi réformer les choses. Et Jean-François Copé a raison quand il dit que sur un certain nombre de sujets, il faut, dans les premiers mois, ne pas hésiter à passer par ordonnance.
éviter le Parlement et aller directement vers la réforme. Dès lors que les Français l'ont accepté, il faut le faire. Regardez les universités dont je parlais tout à l'heure. Si les universités, la réforme des universités a pu être faite, c'est parce que nous l'avons faite en juillet 2007. Un an plus tard, cette réforme-là aurait été impossible à mener. Parce que les pouvoirs ont peur des étudiants, et dès lors que vous perdez un peu de légitimité, si vous n'avez plus ce fameux état de grâce, eh bien ces réformes-là deviennent impossibles. Et donc, il est absolument indispensable de construire ça autrement pour que nous soyons en mesure de réformer rapidement les choses. Et il y a un sujet, mes chers amis, que je vais aborder rapidement pour ne pas être trop long. Il y a un sujet majeur. Je l'ai abordé vendredi et pourtant j'y crois. Alors je sais que vous allez être absolument hostile à ce que je raconte. Mais je vais quand même vous en parler 2 minutes pour que vous y réfléchissiez un petit peu. C'est que la France, la démocratie française est malade de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Je sais que vous y êtes attachés, mais ce régime, ce système rend dingue le monde politique français. Tellement dingue que le soir même de l'élection présidentielle, la classe politique a déjà les yeux braqués sur l'élection suivante. Et les primaires ont encore aggravé les choses en permettant aux uns et aux autres de se positionner et de faire leurs petits calculs pour les 5 ans à venir sans jamais avoir à affronter la violence démocratique de l'élection présidentielle. Parce que c'est violent, l'élection présidentielle. La présidentielle, c'est plus devenu une élection, c'est devenu une obsession. Et les primaires, ça devient l'élection présidentielle du pauvre à laquelle tout le monde peut participer, ce qui renforce encore un peu plus l'obsession. Et quand en plus on a François Hollande comme président de la République et qu'on a manqué d'avoir Ségolène Royal, on se dit que tout le monde peut participer à l'élection présidentielle. Alors, il faut se souvenir ce qu'a été l'élection présidentielle. Pourquoi on en est arrivé là? C'est en 62. C'est pas en 58, c'est pas au moment de la Ve République. Et c'est en 62, dans une période singulière de l'histoire de France, la décolonisation, la 4e République, la crise algérienne. Et elle a été pensée par un homme ou par un homme et pour un homme qui était le général de Gaulle, qui était une espèce de demi-dieu. Et à la suite d'un attentat, l'attentat du Petit Clamart. C'est ça qui fait déclencher la décision du président de la République, si vous regardez les livres d'histoire. Et qu'est-ce qu'on expliquait à l'époque? On expliquait à l'époque que l'élection au suffrage universel direct était un gage de démocratie. On sait aujourd'hui qu'elle est en réalité un facteur puissant de concentration des pouvoirs et donc de recul démocratique. Elle génère, je l'ai vécu quand j'étais parlementaire, quand j'étais au gouvernement, et je vois que c'est toujours pareil. Elle génère auprès du président une cour de conseillers technocrates qui se prend très vite pour un gouvernement bis, des hommes et des femmes dans l'ombre, irresponsables politiquement, et uniquement préoccupés à satisfaire le moindre froncement de sourcil du prince. La République irréprochable que nous, centristes, nous avions défendue en 2007, disons-le, elle a été piétinée. La concentration des pouvoirs, mes chers amis, conduit à toutes les dérives. Les nominations les plus contestables, les connivences les plus détestables. On expliquait que l'élection présidentielle au suffrage universel, c'était la garantie d'un président au-dessus des partis, un président arbitre de la nation, délaissant le quotidien, veillant uniquement aux grands sujets. Nous en sommes loin. La réalité, c'est que le président, il est non seulement chef de l'État, mais aussi chef du gouvernement, chef de son parti, chef de tout, régissant les moindres détails de la vie quotidienne, de la vie parlementaire et de la logistique. On s'occupe même de savoir qui va être le secrétaire général du parti, le président de machin, etc. Mais surtout, et c'est probablement le plus grave, j'insiste là-dessus, c'est que l'élection présidentielle empêche la construction d'un projet collectif capable de rassembler bien au-delà de son propre parti et des 25% de son parti, pour bâtir un programme de gouvernement sur les bases politiques les plus larges. Et ouvrez les yeux.
Regardez ce qui se passe en Allemagne, où les élections législatives ont lieu dimanche prochain, avec dans la foulée la désignation d'un chancelier. Les programmes politiques de chaque formation sont déjà conçus, je vous le disais tout à l'heure, pour construire des coalitions. C'est tout le contraire de ce qui se passe en France. Où en France, qu'est-ce qu'on fait? On est chacun tenté de cultiver son ego, sa différence, pour pouvoir justifier son existence politique. On en arrive à l'absurde des propositions, où le matin, on vous en balance une comme les 75% de fiscalité sur le revenu de François Hollande, annoncé dans une impréparation tellement totale que finalement, on a montré que c'était impossible à faire. Et enfin, l'élection présidentielle au suffrage universel présente cet inconvénient majeur qu'elle fait naître chez nos compatriotes un immense espoir, à chaque fois, une espèce de comédie dramatique, immense espoir qui est évidemment immédiatement déçu. Voilà qui nourrit à chaque fois un peu plus les extrêmes et le désaveu de la vie politique française. Et enfin, si je voulais vous convaincre, je vous pose cette question simple. Est-ce que cette élection au suffrage universel fait que la France se porte mieux que les autres? Est-ce que c'est gage d'efficacité de l'action publique? Notre système, mes chers amis, de gouvernance reposant sur un homme, une espèce d'homme qui serait l'homme recours, l'homme providentiel, capable de tracer l'histoire du pays. Tout ça, ça correspond à une autre époque. Le monde nouveau, c'est un monde de réseau, c'est un monde d'horizontalité. Les grandes entreprises ont changé leur organisation. Vous imaginez L'Oréal, Michelin ou BNP Paribas être encore dans cette organisation? Et il n'y avait pas Google, Microsoft et Facebook. La fonction présidentielle, je vous le dis, mes chers amis, c'est devenu une illusion d'efficacité et une réalité de médiocrité. Illusion d'efficacité parce que vous avez des bataillons de préfets, de recteurs, de militaires, de directeurs d'administration, le petit doigt sur la couture du pantalon, prêts à réagir nuit et jour aux décisions présidentielles, et qui, finalement, ne produisent plus que des petits clapotis sur l'océan de la mondialisation. C'est ça la réalité. Moins on est capable de produire de la réforme, plus finalement on produit des normes, plus on vous emmerde au quotidien, en vérité. Le moins bon, en revanche, on l'a gardé et ça s'amplifie à cause de cette élection. C'est les intrigues de cour, c'est les disgrâces et c'est les affaires Cahuzac ou Tapie. C'est ça. Eh bien, mes chers amis, moi je vous dis, je préférerais de très loin un régime parlementaire avec un président arbitre comme on l'avait conçu en 1958 et qu'on arrête de nous expliquer qu'un régime parlementaire c'est un régime d'instabilité, c'est pas vrai. C'est le mode de scrutin qui détermine la stabilité ou l'instabilité. Et ça nous permettrait, me semble-t-il, de pouvoir construire un régime dans lequel on bâtit des majorités larges, capables de pouvoir emporter l'adhésion du pays sur un programme politique arrêté longtemps à l'avance et construit collectivement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette démarche collective de la vie politique française qui est devenue d'abord et avant tout des cultures d'ego. Je vous assure, posez-vous cette question et vous verrez tous les matins que je n'ai pas tort. Alors, rapidement, parce que ce sujet a été abordé. Je vais chanter un bout de mon discours sur l'UDI parce que vous avez faim et moi aussi. Je voudrais simplement, puisque vous êtes nombreux à être dans notre formation politique et que vous avez suivi la construction de l'UDI, qui est, je vous le rappelle, la 3e formation politique en nombre de parlementaires, rassemblant 50 000 militants et des élus locaux par milliard. Alors on est encore loin de l'UMP, mais rassure-toi, on essaiera de s'en rapprocher. Le premier sujet, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette maison?
Le premier sujet, c'est que nous devons améliorer le fonctionnement interne et créer un climat de confiance entre les principaux dirigeants. Alors vous ne suivez pas ça de près, mais moi qui suis de près, je pense qu'il nous faut porter un projet moderne, en phase avec la société d'aujourd'hui, mais nous avons besoin encore de construire un enthousiasme collectif. Et ça reste à faire. Jean-Louis Borloo fait un boulot formidable. Tous les jours, il met les mains dans le cambouis pour faire avancer la machine. Nous avons un contre-gouvernement qui se réunit tous les mois, sous la houlette de Yves Gégaud. Nous avons démontré notre capacité à peser au Parlement, comme en témoigne l'action de Charles de Courson dans le cadre de la commission d'enquête Cahuzac. Mais il reste évident que notre organisation doit être améliorée. Nous avons besoin d'un organigramme simplifié, des responsabilités partagées, et les principaux responsables de l'UDI doivent se consacrer non pas à la boutique quotidienne, mais à porter un message politique plutôt que de se perdre dans le mécano infernal de la vie partisane quotidienne. Nous devons être en mesure de porter notre effort sur la réflexion, sur la capacité de présenter des politiques nouvelles dans ce monde nouveau, et donc nous avons largement besoin d'améliorer notre organisation. Organisation qui ne saurait faire disparaître les formations politiques qui l'ont constituée, je pense que ce n'est pas le sujet, mais créer un dynamisme collégial, formé d'une escadrille de responsables politiques nationaux et locaux capables de faire entendre nos valeurs et de porter nos idées. Car reconnaissons-le, notre principale faiblesse aujourd'hui, c'est qu'on ne nous entend pas assez et que la plupart du temps, nos idées sont pillées par les autres sans qu'on sache que c'est nous qui les avons mises sur la table. Je te rappelle que la règle d'or, c'est nous. Je te rappelle que la TVA sociale, c'est nous. Je te rappelle que... elle est d'accord, donc j'arrête. C'est nous. Le second sujet qui fâchait tout à l'heure des amis, le rassemblement des centristes. Je me suis exprimé hier sur les médias. Disons-le clairement, personne n'a oublié le choix de François Bayrou en 2007 et en 2012. Cela nous a valu une fracture totale et cela nous a valu de condamner ce qui a été fait. C'est plus la peine d'y revenir. J'ajoute qu'il arrive à chaque responsable politique nationaux ayant eu ensuite un grand destin d'avoir aussi commis des erreurs de ce genre. Je vous rappelle que Jacques Chirac a quand même été celui qui nous a amené en partie François Mitterrand, et je vous rappelle des choix de Nicolas Sarkozy entre Édouard Balladur et Jacques Chirac, pour en citer que deux exemples. Très clairement, je me suis séparé de François Bayrou en 2007 parce que j'estimais que de toute façon, notre alliance naturelle était avec l'UMP et que nous n'avions rien à faire avec les socialistes, et je n'ai pas changé. Pour moi, reconstruire une grande formation politique du centre-droit ne peut cependant pas éluder la question de Bayrou. Vous pouvez vous la faire comme vous voulez, mais c'est la vérité. Et si on l'éludait, de toute façon, elle nous reviendrait dans 3 ou 4 ans. Certains disent souvent l'UDI, c'est l'UDF. Entre nous, je ne le répéterai pas devant les journalistes parce qu'ils ne sont pas là, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'UDF, c'était tous les centristes sans exception. L'UDI, c'est tous les centristes, mais sans le courant que représente Bayrou. À la fin, vous allez me dire quelle est la différence. Ben, je vais vous la faire toute simple, je vais vous la faire arithmétique. Nous représentons 7 à 8 points. Lui, il représente 6 à 7 points. Je préfère en mettre 1 ou 2 de plus chez nous. Ce qui fait rassembler autour de 15. Le PS 20 à 25, l'UMP 20 à 25, les écolos 5 à 10 et le reste pour l'extrême droite et l'extrême gauche. Eh bien, mes chers amis, quand, au lieu de peser 6 ou 7, on pèse 15, il est évident qu'on est largement en capacité de pouvoir plus peser dans la vie politique française et de défendre un certain nombre d'idées que nous avions défendues sans succès. Loin de moi l'idée de rejoindre Bayrou. Ce n'est ni Bayrou qui rejoint l'UDI, ni l'UDI qui rejoint Bayrou. Mais il s'agit pour moi
de construire un lieu de dialogue et de débat entre nous pour reconstituer l'unité de l'expression de la famille centriste. Je ne suis pas celui qui demandera à François Bayrou de venir devant nous tels les bourgeois de Calais en chemise, d'accord de cou et les clés de la ville et du château en main. Si on tend la main, il faut le faire sans rancune, sans arrière-pensée. Et ce n'est pas pour moi de passer par la repentance. Mais en même temps, cela impose un effort de cohérence et impose un effort de clarification politique, et ce qui veut dire, je l'ai dit hier sur BFM RMC, ce qui veut dire très clairement qu'il doit y avoir une clarification politique très nette de François Bayrou, expliquant en clair qu'il n'y a rien à faire avec François Hollande et que la majorité, elle se construit avec nos amis de l'UMP. Et donc, soyons clairs, la démarche d'unité que nous sommes prêts à entreprendre ne réussira que si tout le monde, je dis bien tout le monde, indique clairement que notre formation est une formation du centre et du centre droit et qu'il n'y a aucune majorité possible avec le Parti socialiste. Nous devons mener ensemble le combat de la prochaine élection européenne. C'est clair parce que nous pensons la même chose sur l'Europe. Et nous voulons, Jean-Marie, une Europe radicalement différente de celle qu'on nous a faite, c'est-à-dire une Europe fédérale, une Europe permettant aux nations de pouvoir compter dans le monde de demain. Mais notre rapprochement ne serait d'aucune utilité s'il devait être simplement à se limiter à l'organisation des élections européennes ou des élections, oui, municipales. Au-delà de ces combats, notre unité retrouvée non dans un parti unique, mais dans une structure souple, pour dialoguer, construire un projet, porter une dynamique d'union, doit nous permettre d'affirmer haut et fort notre volonté d'exister, pour cesser d'être simplement les supplétifs d'une future majorité. L'idée, c'est d'être en capacité de porter un projet politique qui soit débattu dans le cadre de primaires centristes pour ensuite être en mesure de porter notre projet au moment des grands combats électoraux. J'ajoute une chose, c'est qu'il y aura pour toutes les formations politiques de l'opposition un sujet, je ne l'ai pas mis dans mon discours, mais je fais un petit codicile à cela. C'est que compte tenu du poids du Front National, bien entendu, nous aurons une exigence de responsabilité. C'est de ne pas nous retrouver disqualifiés au soir du premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, bien entendu, nous devons porter un projet, mais nous devons avoir aussi en tête que porter ce projet ne doit pas nous amener à avoir pour les Français comme choix entre le Front National et François Hollande. Ça, ce serait la catastrophe. Entendons-nous bien, et je termine là-dessus, quand j'évoque les primaires, je ne parle pas de primaires avec l'UMP. Je parle d'une primaire dans laquelle nous serions en capacité, nous centristes, de désigner celui qui porterait notre projet politique. Oui à des primaires chez nous, pour avoir ce candidat le moment venu. Et ce n'est pas seulement l'intérêt des centristes. Et je termine par ça en conclusion. C'est l'intérêt, je le dis, des Français. Non pas parce que nous avons eu raison parfois avant vous, mais aussi parce que nous devons porter un projet moderne. Et je termine par ça, un projet en phase avec la société. Mes chers amis, je le dis à chaque discours, nous ne sommes pas seulement en crise, nous sommes en train de changer de monde. Nous changeons de monde comme on a changé de monde à un certain nombre de moments qui ont été des moments carrefours de l'humanité. Nous changeons de monde comme nous sommes passés du Moyen-Âge à la Renaissance. Nous changeons de monde comme le lendemain de l'invention de la machine à vapeur. C'est un monde ancien qui est en train de s'effondrer, et c'est ça qu'on doit dire aux Français. Et c'est ça qui inquiète nos compatriotes. Mais ce monde-là, c'est un monde révolu. Le monde d'hier, c'était un monde dans lequel l'Occident, États-Unis et Europe concentraient la richesse, concentraient la puissance, concentraient le modèle démocratique.
Eh bien, mes chers amis, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la planète des pays émergents est en train de se façonner. Et ce ne sont pas des pays émergents qui simplement fabriquent des t-shirts, mais ce sont des États dont la puissance et la richesse seront au moins égales, voire supérieures aux nôtres. Je lisais il y a un mois que dans 20 ans, l'Indonésie aura une richesse supérieure à celle de la France. On était dans un monde vertical, on est dans un monde horizontal. Thomas Friedman, dans un joli bouquin, dit « Aujourd'hui, la Terre est plate parce que le monde du numérique transforme non seulement les individus, mais transforme aussi la conscience collective. » Lisez ce joli livre de Serres sur la petite poussette qui explique tellement ce qu'est en train de devenir la société moderne, ce qu'elle va provoquer comme modification du modèle démocratique, du modèle social, de la construction des entreprises. Il y a 200 livres là-dessus, et c'est ça que nous, on doit porter, et c'est ça que je reproche à nombre de mes camarades, c'est de dire aux Français, on est capable de refaire le monde d'hier. C'est pas vrai, c'est fini ça, mes chers amis. On a un monde nouveau, et ce monde nouveau, c'est un monde dans lequel, et c'est ça qu'il faut dire à nos compatriotes, c'est un monde dans lequel on a toute notre place. En général, à droite, on est pessimiste. À gauche, on est d'un optimisme béat. Eh bien, nous les centristes, on doit être, au contraire, des optimistes réalistes et dire aux Français que ce monde nouveau, il est fait pour nous. Je le dis tout le temps, c'est un monde de technologie, c'est un monde d'innovation, c'est un monde de connaissances, c'est un monde de matière grise, c'est un monde de marketing. Et nous avons tout ça. Et en plus, nous avons notre histoire, nos infrastructures, nos services publics, notre patrimoine. La France est présente sur les 5 continents. Nous avons tout pour réussir. Nous devrions au contraire considérer que ce monde nouveau-là, il est fait pour nous. On a encore, moi, dans tous mes déplacements, des tas d'entreprises innovantes qui sont capables d'aller conquérir des marchés avec de jeunes personnes sortant des plus belles écoles. Et ces jeunes qui aujourd'hui considèrent que leur avenir, il est ailleurs, dans d'autres pays. Eh bien, mettons-nous simplement à régler les 4-5 sujets. Qu'est-ce qu'on a comme sujet? C'est simple. Il faut réduire la dépense publique pour permettre de réduire les prélèvements obligatoires, construire une politique fiscale qui soit adaptée à la mondialisation, avoir un système éducatif qui cesse de mettre sur le bord de la route 150 000 personnes chaque année, et enfin, construire une Europe qui soit capable de nous défendre dans la mondialisation. C'est pas très compliqué, ça doit pouvoir se faire, non? Eh bien, nous, on doit dire aux Français, ce monde-là, où émergent plus d'1 milliard de consommateurs qui auront le même pouvoir d'achat que vous et moi dans les 20 ans, qui vont donc consommer, qui vont chercher nos produits, qui vont vouloir eux aussi avoir leur smartphone, leur TGV, leur Airbus, les produits innovants. Mais c'est là-dessus qu'on doit être. Et on doit se dire qu'on est en capacité de le faire. Eh bien, mes chers amis, nous, on doit porter cette idée simple, nous, c'est que ce monde nouveau, je vous le dis, ce n'est pas simplement une crise, ce qu'on vit, on change de monde. Eh bien, dire aux Français, ce monde nouveau, si on veut bien s'y adapter, n'en ayons pas peur, et ce monde nouveau, il est fait pour nous. Eh bien, si vous adressez ce message, je suis convaincu qu'en France, il y aura des énergies, des talents, des innovateurs de toutes sortes qui vont se lever et qui vont dire, en effet, on va se retrousser les manches, et en faisant appel à l'esprit de responsabilité individuelle et collective, en faisant appel à l'esprit de liberté, en faisant appel à l'idée que c'est l'effort et le travail qui permet à un pays de s'en sortir, en faisant appel à ces quelques éléments qui, grosso modo, sont partagés par la plupart d'entre nous, je suis convaincu que nous sommes en mesure de nous en sortir et de porter un pays qui sortira de son pessimisme et qui ira vers l'optimisme. Je vous remercie.